Dans une précédente étude, nous avons déterminé que, de chaque côté du nerf optique, les artères ciliaires postérieures et leurs branches de division étaient en fait réparties en deux groupes bien distincts. Une première artère, l'artère ciliaire postérieure paraoptique, adhère étroitement au nerf optique et donne naissance à 3 à 5 branches qui pénètrent dans la sclère contre le nerf optique. Une deuxième artère, l'artère ciliaire postérieure distale, chemine à distance du nerf optique et donne naissance à 15 à 25 branches qui pénètrent dans la sclère à 2 à 3 mm des artères paraoptiques. Ces artères paraoptiques et distales sont issues soit de 2 troncs propres naissant directement de l'artère ophtalmique, soit comme ici, de 2 branches précoces de bifurcation d'un tronc unique d'origine. Cette disposition en 2 groupes autonomes, distales et paraoptiques, séparés l'un de l'autre par une sorte de vallée silencieuse et dont aucun auteur ne fait mention, est pourtant l'une des rares constantes de toute la systématisation choroïdienne. Outre des branches périoptiques pour la formation du cercle de Zinalaire, les artères ciliaires paraoptiques donnent naissance à des branches centripètes, souvent récurrentes, pour la vascularisation de la tête du nerf optique, mais aussi à des branches centrifuges à destinée choroïdienne. Sur cet œil, on peut noter de plus le groupe distal récliné en dehors et la présence d'un inconstant tronc ciliaire supérieur. Sur cet œil séché, on voit très bien que le tronc paraoptique abandonne des branches choroïdiennes centrifuges interpapillomaculaires et suspapillaires. Le but de ce film est de démontrer, à l'aide d'injections sélectives de couleurs différentes, que ces artères ciliaires paraoptiques, véritable entité anatomique comme nous venons de le voir, vascularisent bien, grâce à leurs branches centrifuges, toute une région de choroïdes péripapillaires de dimension analogue à celle du retard angiographique précoce. Cela permettrait de donner enfin une base anatomique et pathogénique à tous ces syndromes ischémiques choroïdiens péripapillaires. Sur une pièce d'exentération de cadavre humain, on procède d'abord à une kératectomie, puis à l'extraction du cristallin. Pour éviter un décollement choroïdien au cours des manœuvres ultérieures, il est préférable de fixer la choroïde à la sclère par un surjet transscléral. On peut alors découper sans risque toutes les structures prééquatoriales. L'ablation de la rétine est facilitée par la création d'un décollement expérimental. Enfin, pour éviter tout traumatisme de la membrane de Bruch, l'épithélium pigmenté est enlevé par projection d'un micro-jet d'eau sur toute la surface choroïdienne. L'injection pourra être ainsi filmée de l'intérieur. La dissection périoptique qui suit met en évidence 4 troncs ciliaires. 2 du côté nasal, et 2 du côté temporal. Leur cathétérisme est réalisé grâce à des cathéters à lymphographie.
Le cathéter est fixé à l'artère par un point de suture à la soie 8-0. Tout est prêt pour l'injection. D'abord, les deux artères distales en noir. L'injection respecte la choroïde périoptique. Puis, les deux troncs paraoptiques en blanc. Sur un deuxième exemple, on voit très bien le tronc paraoptique séparé du tronc distal par 2 à 3 mm de sclère libre. Même chose du côté nasal. Cathétérisme des 4 troncs ciliaires. Injection des troncs paraoptiques en blanc d'abord. Puis des artères distales en noir ensuite. Similitude topographique étonnante avec le retard angiographique précoce, qui n'est pas une zone de partage des os, mais qui est due à un ralentissement circulatoire au niveau de ces petites artères paraoptiques. Sur cet œil gauche, où les artères paraoptiques ont été injectées en noir et les artères distales en rose, on retrouve sur la vue antérieure la même portion de choroïde péripapillaire injectée en noir. Le territoire de choroïde sous la dépendance de ces artères paraoptiques n'est pas toujours aussi important. Sur cet œil, par exemple, seule la choroïde susoptique est intéressée. Ce sont ces variations qui expliquent les différences topographiques des retards circulatoires. L'existence de ces troncs paraoptiques, autonomes et indépendants, vascularisant la tête du nerf optique et une portion de choroïde péripapillaire, nous permet de comprendre le retard angiographique précoce, mais également d'aborder la pathologie ischémique péripapillaire. Ainsi, si l'oblitération du tronc distal entraînerait un vaste syndrome triangulaire à point de départ maculaire, l'oblitération du tronc paraoptique sera responsable d'une ischémie papillaire et parapapillaire évoluant vers une atrophie optique et périoptique, faussement appelée dégénérescence de la zone de partage des os. Enfin, l'oblitération d'une ou plusieurs petites branches centrifuges entraînera un syndrome triangulaire juxtapapillaire de la même façon que le ferait l'oblitération de l'inconstante branche supérieure.